Bonjour et bienvenue dans la review cinématographique, épisode ou semaine numéro 14 des films cultes, des films d'auteurs, des films indépendants et des blockbusters. Il y en a pour tous les goûts et pour toutes les couleurs. Au sommaire, cette semaine, pour ma part, je vous parlerai de 5 films qui sont Scott Pilgrim, Sa chapitre 1 et chapitre 2, Le Magicien d'Oz et La Malédiction. De son côté, Louis nous parlera de 6 films qui sont L'Armée des 12 singes, E.T., The Truman Show, Blade Runner, La Final Cut, Le Lauréat et Miller's Crossing. Si vous avez envie d'écouter une chronique slash critique en particulier, les timecodes sont dans la description, comme ça vous n'avez pas à attendre que toute la vidéo passe pour écouter un film en particulier. Sur ce, la review cinématographique épisode de semaine numéro 14 commence dès maintenant. Scott Pilgrim versus le monde. Donc le premier film que j'ai vu cette semaine, ou plutôt revu, ce fut Scott Pilgrim contre le monde d'Edgar Wright, bien évidemment, et je dis bien revu parce que, voilà, faut faire découvrir un petit peu des films à mon petit frère, donc c'est pour ça que je l'ai revu, et je l'ai revu volontiers parce que, au premier visionnage, eh bien j'avais bien aimé le film. Alors si tu ne vois pas ce que c'est, et au cas où pour la review cinématographique, cela raconte l'histoire de Scotty Pilgrim, qui finalement, on le présente un petit peu comme un geek âgé de 23 ans et qui fait partie d'un groupe de rock, et on le présente aussi comme un gars qui est en couple avec une lycéenne de 16-17 ans je crois, mais il va faire la rencontre plus tard de Mary-Elizabeth Winstead, et voilà, va s'en suivre plusieurs péripéties car cette dernière cache un lourd secret. J'ai vraiment aimé ce second visionnage, comme je connaissais déjà l'histoire et les personnages, enfin cela dit j'en ai redécouvert plutôt beaucoup, et bien ça m'a fait le plaisir de revoir tout cet univers mêlant, on va dire, jeux vidéo ludiques, parce que t'as certaines références aux jeux vidéo ludiques, t'as beaucoup de Zelda, même de Tetris, ou même, tu vois, t'as carrément l'acteur qui joue Scott Pilgrim et Mary-Elizabeth Winstead qui sont dans une salle d'arcade. Alors ça sort bien évidemment de la norme d'Edgar Wright, la trilogie Cornetto, donc Shaun of the Dead, Hot Fuzz, Le Dernier Peuple avant la fin du monde, ça sort un petit peu du lot bien évidemment, mais ça reste un très bon Edgar Wright, et si tu ne l'as pas vu, eh bien je te conseille de le regarder vivement. Deuxième film que j'ai vu et donc du coup revu cette semaine, ce fut Sa chapitre 1, oui le premier, et le remake pour le coup. Eh bien je pense que tu connais, mais pour la review au cas où bien évidemment, cela raconte l'histoire d'un groupe de jeunes amis qui vont s'appeler les ratés, qui vont devoir affronter, on va dire ça comme ça, un clown tueur nommé Gripsou le clown, qui terrorise la ville tous les 27 ans, et quelle est sa particularité? Eh bien, c'est qu'il peut se métamorphoser en n'importe quoi, surtout les peurs profondes des enfants. Alors du coup, nous sommes dans un univers un petit peu dans les années, on va dire 1880 je pense, et ça fait plaisir de voir ce petit côté old school ressortir beaucoup. Chaque personnage a son rôle à jouer, et c'est très bien représenté. Je trouve que Bill Skarsgård en clown est très bon, il joue très bien, et c'est plutôt un bon atout parce que c'est quand même l'antagoniste principal du film, et ça comment, c'est limite un protagoniste si je puis dire. Et puis les gosses, ils jouent très bien quoi. Surtout comment le Finn Wolfhard qui joue Richie, que je trouve très drôle. Non, pour le coup, je trouvais que cette initiative de faire un remake de ça, le téléfilm, c'était bien. Mais pour ce qui en est de la suite, c'est-à-dire ça, chapitre 2, que j'ai donc revu, parce que je l'avais déjà vu au cinéma, et donc du coup je le revoyais avec mon père et ma mère, ça, chapitre 2, que j'ai revu, sa suite. Mais c'est une blague. C'est drôle de voir ça, puisque on est quand même avec un casting qui est, on est avec des bons acteurs quoi, des acteurs assez confirmés, donc tu vois, on n'avait pas peur de grand chose. Mais cela dit, la partie 2 dans le téléfilm, c'était pas la meilleure non plus, hein. On avait bien aimé quand même la partie avec les enfants, donc le fait quand même de faire un remake de ça le téléfilm, eh bien c'était de faire un remake du chapitre 1 et du chapitre 2, où là finalement, on reprend 27 ans plus tard, avec les mêmes protagonistes, sauf que bien évidemment, on les revoit plus grands, ils vont tous se retrouver à Derry pour re-affronter Gripsou le clown. Et là, je sais pas, je sais pas comment j'ai fait ce visionnage au cinéma pour ne pas m'ennuyer, mais ce second visionnage, mais comme je me suis fait chier,
mais à un point, c'est indescriptible. Déjà, première chose, et qui n'est pas des moindres, et c'est assez triste à entendre et à voir, là on se retrouve plus face, en tout cas pour ma part, on se retrouve plus face à un clown qui essaie de nous faire peur, mais plutôt face à un clown qui essaie de nous faire rire. Enfin, en tout cas, qui m'a fait rire. Et c'est pas un bon point pour un remake de ça. Et c'est dommage. Et surtout que c'est ringard. Ça part dans le nanar. Et limite le très mauvais film. C'est indécent, ça, chapitre 2. Et je ne te conseille vraiment pas de le voir. Limite-toi juste à ça, chapitre 1. Et si t'es curieux et si t'es courageux littéralement, vois ça, chapitre 2. Mais comme c'est mauvais! Comme c'est mauvais! We're off to see the wonderful Wizard of Oz. The Wizard of Oz. Et heureusement que je me suis rattrapé sur le 4e film qui se nomme Le Magicien d'Oz, qui est une comédie musicale que j'avais déjà vu il y a énormément longtemps, donc je vais pas dire que c'est un deuxième visionnage ou quoi, on va dire que c'est un premier visionnage assez sérieux. Et le Magicien d'Oz, ça reste quand même, pour moi je trouve, une bonne comédie musicale. Et donc si tu ne vois pas le pitch, et au cas où pour la revue cinématographique, cela raconte l'histoire d'une fille, malheureusement je ne me rappelle plus de son nom, qui après une tornade va être emportée dans le monde du Magicien d'Oz, va faire certaines rencontres dont un épouvantail, un homme de fer blanc, un lion, va s'en suivre multiples péripéties, et elle va essayer de retourner chez elle tant bien que mal. Et malgré l'âge qu'il a, parce que Le Magicien d'Oz reste quand même un très vieux film, eh bien ça reste, je trouve pour ma part, très bon. Il est vrai, les musiques du film ne sont pas extraordinaires non plus, mais ça reste quand même bon, ça reste quand même bien. Les acteurs jouent, je trouve, on va dire, corrects. Oui, les acteurs sont corrects. Non, Le Magicien d'Oz, c'est une très bonne comédie musicale pour son âge. Et si tu ne l'as pas vu, je te conseille vivement de le voir, comparé à ça, chapitre 2 juste avant. If this is the truth, where does it end? Bah là, la malédiction ou The Omen pour les bilingues, là, c'est un peu plus compliqué. Alors, la malédiction, ça raconte l'histoire d'un couple qui veut adopter un enfant. Le problème, c'est que cet enfant, dès la naissance, était surveillé par beaucoup de prêtres, beaucoup de médecins, parce que tout simplement, il est soupçonné d'être, en quelque sorte, le fils du Shaitan, le fils du 3-6, le fils du diable. Et donc, la malédiction, c'est pas un mauvais film, mais c'est pas un très bon film non plus. C'est juste un film bien. Alors je ne lui chie pas dessus, je ne lui chie pas à l'arrêt du tout. C'est juste que je l'ai pas trouvé extraordinaire. Je sais pas, j'en attendais peut-être trop. Je m'attendais vraiment à un truc peut-être de ouf en voyant La Malédiction. Ce film, c'est un petit peu un destination finale avant l'heure. Et surtout, le diable n'est pas représenté par le vent, mais le diable est représenté bel et bien par un enfant. Et c'est ça qui est bon, et c'est surtout que cet enfant, tu ne vas pas lui faire du mal, tu vas pas le tuer, même si c'est le shaitan, parce que ça reste tout de même un gosse, ça reste tout de même un enfant. Et alors, non, j'ai pas envie de te spoiler en fait, parce que les événements tragiques qui se passent durant le film, c'est un petit peu un destination finale avant l'heure, un destination finale un petit peu vieux, qui a un petit peu pris quelques rides, et cette fin diabolique qui te met sur le cul. Bon, en vrai, La Malédiction, tu peux le voir, je te conseille de le voir, ce n'est pas un très bon film, mais ce n'est pas un mauvais film non plus. Sois curieux, et regarde-le. Donc en premier lieu, L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam, que tu avais présenté il y a quelques semaines de cela. Et Terry Gilliam, j'avais déjà vu Brasil. Et là, du coup, on est encore une fois sur un film de science-fiction, mais assez différent. Et effectivement, je l'ai déjà un peu dit, mais c'est extrêmement différent de Brasil, que je t'encourage toujours à voir. D'autant plus maintenant que j'ai vu L'Armée des 12 singes, il y a vraiment un monde entre les deux. Et pourtant, en fait, c'est à la fois très différent et assez similaire. C'est assez similaire sur le point qu'en gros, c'est
tous les deux des films assez parano en fait. Néanmoins, les deux formes de paranoïa sont assez différentes. C'est-à-dire que dans Brazil, la paranoïa est plus liée à un futur assez angoissant, lié plutôt aux institutions, au bureau, à la surveillance, à la multiplication des écrans, tout ça. Alors que dans l'Armée des 12 singes, la paranoïa est plus liée à l'activisme, aux attentats et à tout ce genre de choses. Et même l'ambiance et l'univers sont assez différents, puisque l'Armée des 12 singes, ça va être assez sombre, alors que, avec pas forcément énormément de couleurs, presque réaliste en un sens, à part éventuellement dans le futur, où on va vraiment, les scènes où ça va se passer dans le futur, on va vraiment y avoir une touche Brésil. Alors que dans Brésil, le futur est vraiment totalement coloré, part dans tous les sens, est totalement énergique, anarchique presque. Du coup, voilà, même ces deux représentations du futur sont assez, bon, je vais pas dire qu'elles sont antithétiques ou s'opposent, mais sont en tout cas pas forcément similaires, quoi. Ces deux représentations du futur assez différentes, ce qui est intéressant quand on voit qu'en fait c'est le même réalisateur derrière et que il y a, je sais pas exactement combien il y a d'années qui séparent les deux films, mais donc voilà. Sinon à part ça, ça va être plutôt un bon film avec des interprétations. Alors Bruce Willis, c'est pas un très grand acteur, mais ici il a un rôle assez simple, on va dire, du coup il est pas ridicule. Et Brad Pitt, alors je suis assez mitigé sur son rôle, parce que d'un côté il est assez investi et on y croit relativement, sauf que d'un autre côté je trouve que des fois il en fait un peu trop, ce qui fait qu'on croit plus forcément à son personnage tant il est presque surjoué à certains moments. Du coup voilà, Brad Pitt il frôle vraiment le ridicule par moments sans réellement tomber dedans, mais le personnage est assez agaçant au fur et à mesure que le film avance. Néanmoins, la mise en scène de Terry Gilliam et surtout sa maîtrise pour construire un univers cohérent et pourtant à la fois si étrange, va vraiment être encore une fois mise en œuvre ici, tout comme dans Brésil, où notamment les visions du futur sont absolument génialissimes, avec des idées visuelles absolument foisonnantes. Et ici, il va y avoir beaucoup plus l'utilisation de la caméra. C'est-à-dire que dans Brésil, à part sur les 20 dernières minutes environ, la caméra avait globalement un grand angle normal en fait. Alors qu'ici, pendant tout au long du film, il va y avoir énormément de plans qui, du coup, vont suggérer au spectateur, rien qu'avec l'orientation de la caméra, la folie sous-jacente des personnages. On va utiliser, comme dans Brésil à la fin, la caméra désaxée, qu'on appelle également plan néerlandais, je crois, et qui, du coup, avec la légère ou parfois plus forte inclinaison de la caméra, va vraiment suggérer la folie et va mettre le spectateur dans une sorte de position de malaise. L'Armée des 12 singes est un film que je recommande absolument. Néanmoins, je pense que je vais quand même rester sur Brésil et sa vision totalement délirante et psychédélique d'un futur beaucoup plus lointain pour le coup. E.T. l'extraterrestre. Je suis toujours là. E.T. de Steven Spielberg. Alors l'histoire, bon, je sais même pas si j'ai besoin de la résumer. Donc, réalisé par Steven Spielberg, très grand réalisateur de blockbuster, blockbuster, film populaire, on va dire, en général, qui ici signe un film assez touchant, bien que n'étant jamais parfaitement brillant. En fait, c'était, bon, je l'avais vu il y a très très longtemps et je crois même pas en entier, donc je pourrais même pas dire que c'est une redécouverte, c'est plutôt une découverte ici. Et en fait, je pense que c'est le genre de film où, si tu le vois adulte, je suis pas adulte du coup, mais si tu le vois avec un peu de recul, c'est bien, mais je pense que si tu l'as découvert enfant, ou en tout cas plus jeune, je pense que vraiment, ça va être un film qui va avoir une place extrêmement importante dans ta vision du cinéma. Donc toi, je sais pas si tu l'as découvert quand tu étais enfant, moi c'est pas le cas. Aujourd'hui, je porte un regard avec un peu de recul dessus et ça reste tout de même un bon film, même si je pense que voilà, si je l'avais découvert enfant ou plus jeune, je l'aurais encore plus adoré. L'ensemble va être assez bien réalisé, sans faire de fausses notes ni de passage absolument grandiose. Steven Spielberg sait tenir une caméra, c'est globalement pas un manche, et pour mener des histoires, il est globalement assez fort. Voilà, pas énormément de choses à dire, si ce n'est que c'est un film assez touchant. Film sur l'enfance assez beau, avec une scène finale avec du coup le départ d'E.T. qui est vraiment extrêmement émouvante. Voilà, à vrai dire pas grand chose à dire, je suis assez d'accord avec le fait que c'est un bon film. Voilà, à l'époque où les films populaires n'étaient pas encore des grosses merdes totalement stupides. Pas le laisser mourir en direct. Il est venu au monde en direct. Le film que vous devez voir absolument. Coupez Jim Carrey, The Truman Show. The Truman Show de Peter Weir, je crois. L'histoire d'un personnage campé par Jim Carrey qui s'appelle Truman Burbank et qui, en fait, ne le sait pas, mais est depuis sa naissance le personnage principal d'un show télévisé qui porte son nom, donc The Truman Show. Néanmoins, il se rend compte un jour que y a un truc qui cloche et va du coup essayer de s'extirper de cet univers-là.
et de comprendre globalement ce qui se passe derrière. Et j'ai été assez mitigé. Alors, en fait, le film vaut surtout pour son idée de départ qui est absolument excellente. Mais justement, le premier problème vient de là. En fait, je trouve que cette idée de départ est géniale, mais le réalisateur en fait pas grand-chose. Et à vrai dire, c'est un film qui se repose vachement sur son concept, sans vraiment élaborer beaucoup de choses extrêmement intéressantes autour, et qui va se reposer sur cette idée géniale, afin de faire un film qui pour moi est assez convenu, et pas forcément intéressant, en plus d'être pas spécialement visionnaire, voire totalement à côté de la plaque sur certains points, notamment, bon là c'est pas du tout une révélation, c'est le tout premier truc du film, où ils expliquent que oui... ils ont créé ce genre de show parce que le public en avait marre de tous les spectacles pyrotechniques, spectaculaires et tout. Alors qu'aujourd'hui, quand tu regardes les films qui sont globalement plébiscités par le grand public, c'est des films ultra spectaculaires et pyrotechniques, quoi. Donc le film se plante un peu sur ce point-là. Deuxièmement, le problème vient aussi de la crédibilité du monde parce que il se met à se douter que quelque chose cloche autour de 40 ans, je crois. Il a 40 ans à peu près dans le film. Mais putain, vu les erreurs de débutants qu'ils font à certains moments, les mecs qui gèrent le Truman Show, parce qu'en fait c'est le seul vrai personnage, tous les autres c'est des acteurs, en fait ils sont payés pour jouer des personnages, mais c'est pas leur vraie vie, quoi. Franchement, au début du film, c'est pareil, la toute première scène, aucune révélation, hein, un projecteur tombe. Genre ils font tomber un projecteur. Enfin, à un moment, soyez crédibles, quoi, il faut que ça soit un peu logique, et qu'on puisse se dire, ok, il a vraiment cru à cette supercherie pendant des années, parce que là, du coup, on n'y croit pas, quoi. C'est pareil, le scénario a énormément de limites, est assez creux, et pourtant le film est assez... est pas spécialement long, hein, il fait même pas 1h40, il fait 1h38, je crois, et pourtant il y a un gros trou dans le scénario, on aurait pu se dire, c'est assez intéressant, première partie on présente un peu comment tout ça se passe, et deuxième partie on voit un peu du côté du public. Sauf que cette partie au côté du public est tellement superficielle, et tellement encore une fois sous-exploitée, que ça n'a aucun intérêt. C'est-à-dire qu'on a globalement les prémices, on a globalement des indices sur certaines, par exemple, associations qui voudraient arrêter le show pour donner une meilleure vie au personnage de Truman, enfin à la personne plutôt de Truman, mais c'est globalement assez survolé, on passe pas trop de temps dessus, du coup on s'en fout un peu. Et puis pareil, il va y avoir une interview avec le directeur du show, entre guillemets, qui du coup est pas du tout intéressant parce que le film devient totalement manichéen et au lieu de se faire sa propre idée sur la position de Truman Burbank, le spectateur est totalement orienté. Ce qui fait que du coup, encore une fois, on perd un peu d'intérêt. Néanmoins, il y a quand même énormément de points positifs. L'idée de base est absolument géniale. Les acteurs se débrouillent globalement tous très bien, surtout Jim Carrey qui incarne donc le rôle principal, qui est extrêmement bon dans ce rôle-là. Le film est globalement assez touchant, correctement réalisé, encore une fois sans faire d'étincelles ni d'éclats, et la fin est relativement ouverte, et du coup, vu la construction du film, est plutôt intéressante et plutôt satisfaisante. Donc le film est plutôt bien mené et est assez divertissant. Et à vrai dire, j'ai lu un truc sur Sens Critique, une critique qui suggérait une idée et ça aurait pu être absolument génial et bien mieux que le film. En fait, le mec avait l'idée de faire, le Truman Show, enfin le film, aurait été construit comme un film de base en fait, et on ne saurait pas à la base que c'est un show télévisé. C'est-à-dire que à la base, ça serait presque un twist en fait qu'on soit dans un show télévisé. Et en fait, on découvrirait ça en même temps que le personnage de Truman. Et je trouve cette idée absolument géniale. Et s'ils avaient pu faire le film comme ça aurait été un chef-d'œuvre absolu. Je trouve ça un peu dommage qu'ils aient pas orienté le film dans cette direction-là, mais on peut pas vraiment critiquer des films pour ce qu'ils ne sont pas. I've seen things you people wouldn't believe. Blade Runner de Ridley Scott avec dans le rôle principal, puisque je me souviens plus du nom des acteurs, dans le rôle principal, à savoir celui de Rick Deckard, Harrison Ford. Je ne m'attendais pas à autant aimer le film parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre absolu. C'est un film de science-fiction dont on voit l'influence encore aujourd'hui, qui est influent, mais je pense que c'est un des films qui a été le plus pompé depuis sa sortie, et pourtant il est pas spécialement vieux, je veux dire, années 80, c'est pas non plus la préhistoire, quoi. Harrison Ford est excellent dans ce rôle principal, assez mutique, mais en même temps assez attachant de Rick Deckard. Je veux dire, que ce soit la photographie, ou encore mieux, l'éclairage de ce film, bordel. J'ai pas encore regardé énormément de Ridley Scott, et à vrai dire, le plus récent que j'ai regardé avant Blade Runner, c'était Alien, premier du nom, parce qu'il a réalisé que le 1. Et bordel, qu'est-ce qu'il éclaire bien ces films, qu'est-ce que les éclairages sont magnifiques, quoi. C'est toujours des éclairages naturels, sortis soit de néon, soit de lampes, et c'est à la fois chatoyant à froid, à la fois, tout en contraste, et qui vont généralement, contraster, qui vont apporter
un élément lumineux dans le décor qui contraste généralement avec un environnement relativement sombre. Cette ville va être absolument représentée de manière magnifique par, donc je le répète, un Ridley Scott au sommet de son art, avec des effets spéciaux qui ont franchement pas vieilli. Honnêtement, c'est un des trucs dont j'avais un peu peur avant de regarder le film. J'avais peur que les effets spéciaux aient un peu vieilli. Pas du tout. Pas du tout. Ils ont pas pris une ride et encore aujourd'hui on se prend une claque en voyant ces décors et ces paysages urbains sous la pluie, humides, et qui sont absolument magnifiques. Qu'est-ce que j'ai encore à dire sur ce film? Ah oui putain, la BO de ce film est je pense une des BO qui me marquera le plus dans ma vie. Ces sortes de thèmes qui sont la BO qui est signée par un artiste de musique électronique qui s'appelle Vangelis, qui va du coup signer une BO absolument mémorable, en osmose absolue avec son sujet et l'ambiance du film, à la fois lente, lancinante, rétro-futuriste en quelque sorte, et qui va du coup sublimer le film, et c'est rare des BO qui subliment à ce point le sujet filmique, l'objet filmique de base, et la bande originale de Blade Runner fait partie de celle-là, et je pense que c'est une des bandes originales qui m'accompagnera encore très très longtemps. Les personnages des androïdes sont tous extrêmement développés, que ce soit celui de Rachel, ou celui du personnage, putain j'ai oublié son nom, le chef des androïdes globalement, le blond peroxydé là un peu, qui en plus de péter la classe, s'offre à la fin du film, un monologue absolument mémorable, encore une fois sublimé par une bande originale incroyable, ce qui fait donc de Blade Runner, pour conclure, un film absolument génialissime. That older woman that I told you about? Benjamin, will you just tell me what this is all about? Le lauréat de Mike Nichols, avec dans les rôles principaux Dustin Hoffman qui incarne donc le personnage de Benjamin, et Anne Bancroft qui incarne le personnage de Mrs. Robinson. Donc le film raconte donc l'histoire de Benjamin, incarné donc par Dustin Hoffman, jeune diplômé de la fac, étudiant assez brillant, qui se retrouve à avoir une relation amoureuse secrète, avec donc le personnage de Mrs. Robinson, qui est beaucoup plus âgé que lui, qui est marié, qui a une fille, tout ça. Mais et du coup ils vont coucher ensemble, ce qui va apporter de nombreux soucis. Et je comprends parfaitement pourquoi c'est l'une des références en termes de cinéma américain pour de nombreux cinéphiles, parce que c'est vraiment un excellent film porté par des acteurs au sommet de leur art, une mise en scène extrêmement intéressante, notamment au point de vue du montage. Il y a des idées de montage absolument excellentes que je vais pas forcément te révéler, parce que voilà, ça te révélerait certaines scènes et je pense que tu perdrais un peu la saveur de la surprise. Mais voilà, il y a certaines excellentes idées de montage, et à vrai dire, j'ai pas énormément de choses à dire sur le lauréat, si ce n'est que c'est un très bon film, avec un vrai propos sur la jeunesse américaine de cette époque, et avec un personnage de Dustin Hoffman qui va connaître une véritable évolution au fur et à mesure du film, parce qu'en fait, on va suivre son parcours, pas vraiment d'éducation, mais de recherche de lui-même, entre guillemets. Je te conseille de regarder Le Lauréat, puisque c'est un très bon film. Et en plus, rien que d'un point de vue historique, c'est un des films qui a ouvert globalement la période du Nouvel Hollywood, qui est une des périodes absolument décisives dans l'histoire du cinéma américain. No one is what they seem to be. Up is down, black is white. At Miller's Crossing. Et enfin, sixième et dernier film de la semaine, Miller's Crossing, réalisé par les frères Coen en 1990. Ça raconte l'histoire globalement de tensions sous fond de guerre des gangs, entre deux gangs rivaux, et le personnage principal, qui est donc un fourbe, mais qui est à la fois très intelligent, va essayer de jouer sur les deux tableaux pour tirer son épingle du jeu et s'en sortir le mieux qu'il peut. À vrai dire, ce film de mafieux est assez déroutant, parce que à la fois il est assez classique, notamment dans ses personnages, qui sont construits de manière extrêmement, voilà, encore une fois classique. Quand tu connais un peu les codes du film noir, tu seras pas forcément surpris, mais ce qui va être intéressant ici, c'est que les frères Coen vont toujours apporter cette petite touche de décalage qui va du coup créer un univers et un long métrage à part entière, se détachant du coup de ces influences qui pourraient paraître trop grosses et trop majeures pour elles. Il va y avoir énormément de scènes comme ça où il va y avoir un décalage, où les attentes du spectateur, qui ont donc été forgées par justement l'influence de tous ces films noirs qu'il a vus auparavant, vont être complètement détournées pour donner du coup des scènes où la tension va souvent retomber comme un soufflet,
parce que les frères Cohen sont en fait de vrais cinéphiles et qui maîtrisent absolument l'art de leur cinéma. Néanmoins, on peut reprocher quelques trucs au film, notamment un scénario, encore une fois, parfois assez confus. Quand je dis confus, c'est pas forcément que j'ai pas compris, mais c'est que parfois ça part un peu dans tous les sens et voilà, on s'y perd un peu et le film nous laisse un peu sur le bord de la route, si on veut. Une avalanche de personnages au début du film. Alors, ça aussi, si t'as l'occasion de le regarder, accroche-toi, parce que moi aussi, les 20 premières minutes, j'étais complètement paumé, parce qu'il balançait des noms encore et encore et encore et on comprenait rien. Mais au fur et à mesure que le film avance, finalement, tu mets une tête, tu mets un visage sur chacun des noms prononcés au début du film, et tout devient beaucoup plus clair. Donc voilà, le début du film assez rébarbatif. Accroche-toi pour aller vraiment à la suite du film, parce que je pense que le film en vaut vraiment le coup, quoi. Il va y avoir des scènes absolument mémorables, que ce soit des scènes d'action ou de dialogue. La tension est généralement extrêmement bien menée. Et même si le film, au final, n'est pas un chef-d'œuvre absolu du cinéma, je pense, ça reste un film assez sympathique à regarder pour le décalage qu'il peut apporter dans le genre du film noir et pour ses personnages assez mémorables, notamment le personnage, alors je sais plus qui est l'acteur, mais c'est un colosse, quoi, c'est vraiment un géant avec vraiment une carrure très imposante et qui est un personnage secondaire, mais qui est, je pense, le personnage le plus mémorable du film. Du coup, voilà, pas énormément de choses à dire, et c'est sans doute le film sur lequel je parle le moins, mais Miller's Crossing, c'était à l'occasion. C'est vraiment un long métrage extrêmement cool à regarder. La review cinématographique épisode ou semaine numéro 14 touche donc à sa fin. Merci de l'avoir visionné, merci de l'avoir écouté, cela fait extrêmement plaisir. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo, peut-être une nouvelle review cinématographique. Et si c'est le cas, ce sera la numéro 15, qui sera un petit peu particulière. Je vous expliquerai tout en détail la semaine prochaine. Comme vous le savez, les backstage de la review cinématographique se déroulent sur Instagram, donc je vous donne dès à présent nos Instagram. Pour ma part, c'est polo-raxor, POLO-rax0R. Et pour mon ami Louis, cela fait extrêmement plaisir qu'il participe à cette review, je le remercie énormément pour ça. Son Instagram c'est Louis-Perquin, LOUIS-PERQUIN. Rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle vidéo, peut-être une nouvelle review cinématographique, et sur ce, moi je vous dis bye tout le monde.